ce qui m'a interpellé dans la loi de finances 2015, c'est qu'il y a une absence totale d'une stratégie de redressement des entreprises publiques, alors qu'elles présentent aujourd'hui, on va dire, en tout cas une masse critique de déficit. C'est dangereux parce qu'aujourd'hui, c'est des entreprises, pour la plupart, qui produisaient de l'impôt. Aujourd'hui, elles ne produisent plus de l'impôt, elles produisent du déficit. Et on n'a pas trouvé là-dedans, dans cette loi de finances donc de 2015, des stratégies de redressement, soit par de la recapitalisation sur le budget de l'État, ce qui n'est peut-être pas possible, mais par des alternatives, donc des schémas de financement autres, notamment des fonds de restructuration. Donc, si on peut avoir des éclaircissements sur ça. Et l'autre point, ça concerne aussi le marché de la dette. Que peut-on faire et que doit-on faire et pourquoi on n'a pas élaboré dans la loi de finances 2015 des instruments pour développer et dynamiser le marché de la dette. Voilà, et merci. Merci. Moi, je voudrais réagir par rapport à 3 constats qui ont été faits lors de l'exposé de Faisal Derbel. Premier constat, la politique Go and Stop. En disant que cette politique n'a pas donné les fruits escomptés. Je crois que là, je suis tout à fait d'accord. Sur le plan, si on voit les agrégats macroéconomiques, c'est tout à fait vrai. Mais je pense qu'on est trop exigeant parce que on oublie souvent, en analysant la période 2011-2013, de voir qu'est-ce qu'on a évité. Juste après la Révolution, le pays pouvait prendre feu. Les contribuables et le Tunisien étaient à la rue. Ils voulaient du cash. Les voleurs sont partis, donnez-nous notre argent. Il fallait faire revenir tout ce monde-là à l'usine et à la maison. Et donc, la politique d'Hugo, c'était quoi en fin de compte? C'était des salaires, c'était de la compensation et c'était des budgets pour le développement régional. Pour cette 3e composante développement régional, ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce que quand vous avez une machine qui peut absorber 10 mètres cubes de matières premières, si vous avez pu vous débrouiller pour avoir 30 mètres cubes de matières premières, il ne faut pas la mettre dans la machine, parce que ça va bloquer. Et donc, c'est pour cette raison que ça n'a pas marché. La machine d'exécution au niveau des régions n'était pas prête à absorber toute cette quantité-là. Et donc, je dirais, au moins, il faut dire qu'en Tunisie, comparativement à d'autres pays, par rapport à cette politique-là, on a pu au moins éviter le pire. Et là, j'enchaîne avec ma 2e intervention un peu technique, concernant la restitution du crédit d'impôt et surtout le constat de dire que c'est inconstitutionnel. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est discutable de toute façon, mais mon avis, c'est qu'il ne s'agit pas d'une charge fiscale additionnelle ou une différenciation entre les contribuables en matière de charge fiscale. Donc, n'oublions pas que sous d'autres toits, on avait toujours réclamé pour la société et les sociétés transparentes le couloir vert. Et là, c'est une des mesures qu'on a toujours réclamées. C'est-à-dire, on a toujours dit que les sociétés qui étaient transparentes, qui déclaraient, étaient tout le temps contrôlées, ils n'avaient aucun avantage. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit les sociétés transparentes, grandes, et on reviendra au mot grande, parce que ce n'est pas grande, mais c'est les sociétés qui relèvent de la direction des grandes entreprises. Et là, il y a un texte qui dit quelles sont les sociétés qui relèvent des grandes entreprises. Donc, il n'y a pas de définition que l'administration peut nous sortir comme ça, parce qu'elle est là, c'est les entreprises qui relèvent des grandes entreprises. Et là, c'est une des mesures pour donner un couloir vert aux entreprises transparentes qu'on a déjà donné, sans oublier que le droit de restitution reste donné aux autres entreprises, sans contrôle fiscal, hein. Parce que là, quand vous venez me demander, quand on a des affaires entre nous, que vous me dites, je vous dois, monsieur, 100 000 dinars, je ne vous donne pas tout de suite les 100 000 dinars. Je vous dis, je vais faire mes calculs d'abord. Et là, l'administration ne va pas faire ses calculs. Elle va vous donner les 100 000 dinars tout de suite. C'est un avantage quand même, sans faire de calcul. Mais parce qu'elle sait que vous êtes transparent et que si elle fait après ses calculs, elle va pouvoir récupérer l'argent si vous avez demandé
trop. Les autres entreprises peuvent bien sûr avoir 50% tout de suite. Et les 50% restantes sont données après. Troisième constat, très rapidement, c'est que, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est Faïs, en disant que toutes les réformes entreprises pendant ces quelques années, en matière de régime forfaitaire, en matière de BNC dans le forfait, etc., n'ont pas donné leurs fruits. On a vu les résultats et les chiffres sont très parlants. Moi, je vous donne mon avis sur la réponse pour ça. C'est l'administration qui n'a pas suivi. Vous donnez des carottes, mais vous n'avez pas le bâton. Et les gens savent que si vous me donnez une réduction d'impôts, etc., moi je prends 100%, et je sais que vous êtes incapable de me contrôler, et vous n'avez pas les moyens de recollement, donc j'adhère pas. Et là, il y a beaucoup d'argent à mettre dans l'administration pour moderniser les moyens de travail de l'administration. Et ça, l'objectif, c'est qu'on va traiter tous les contribuables de la même façon. Merci. Alors, je pense qu'il y a une question à côté de vous, puis on passe au milieu de la salle. Je pense qu'on passe au milieu de la salle. Mesdames, si vous avez aussi une question. Merci. Je me présente d'abord, Karim Eleli, député à l'Assemblée des représentants du peuple. Je remercie Faïs Loussiwelid pour la clarté de l'exposé. Je voudrais faire deux constats. En fait, il ne faut pas faire supporter cette loi de finances plus qu'elle ne le supporte. C'est une loi de finances qui a été faite par un gouvernement qui va céder. Il y a des décisions importantes, stratégiques, que ne pouvait prendre l'ancien gouvernement. Donc ça, le témoin est passé pour la nouvelle équipe. Et donc, il y a, à mon avis, une nécessité d'aller vers une loi de finances complémentaire. Mais les constats que je souhaite faire, c'est sur la nécessité de réforme. Quand on analyse les secteurs de l'économie, les secteurs importants, il y a un problème qui est dû à l'absence de réforme depuis des années. Je prends par exemple le secteur de phosphate qui a été cité par CFAIS. Voilà un secteur où en 2010 on faisait par exemple 8 000 tonnes de production annuelle, 8 millions de tonnes de production annuelle. Ce secteur, après 3 ans, 4 ans après la Révolution, il est en totale dérive. Ce secteur générait plus de 1000 milliards, il est arrivé à faire de 1000 milliards de bénéfices nets, outre les recettes en devises. Ce secteur n'apporte plus rien pratiquement à l'État. 67 jours d'arrêt de travail dans les usines du groupe chimique, ça n'a jamais été vu. En face, le Maroc, qui était un concurrent direct, est à côté de nous. Aujourd'hui, il a mis la main sur 40% de la production mondiale des engrais chimiques. Le secteur du phosphate représente aujourd'hui 3% du PIB au Maroc. Ils ont fait une totale mise à niveau. Ils prévoient d'atteindre en 2017 50 millions de tonnes de production dans l'horizon de 2008. Ils ont fait un oléoduc, un gazoduc pour le transfert, un pipeline pour le transfert du phosphate sur 200 kilomètres. Donc, ils ont concilié l'environnement avec le phosphate, ce qu'on n'a pas fait nous-mêmes. Donc, il y a urgence à restructurer certains, à faire des réformes dans les secteurs clés de l'économie. Le phosphate, on est... le deuxième constat, c'est sur le rythme de consommation des crédits publics, des investissements publics. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que l'argent existe, mais on n'arrive pas à le dépenser. Moi, j'ai fait l'expérience de maire d'une grande ville depuis 3 ans et demi, après la Révolution, et je sais qu'aujourd'hui, des appels d'offres n'arrivent pas à trouver preneur. Il y a certainement, du côté de l'administration, des choses à améliorer. Les gens ne veulent plus... les procédures sont devenues telles que les hommes d'affaires, les entrepreneurs ne veulent plus aller vers les marchés de l'État, mais aussi les entrepreneurs
doivent aussi prendre des risques, doivent aller dans les régions. Hein, les programmes d'investissement communaux pour 246 municipalités, le taux de consommation des crédits n'a pas dépassé les 12%, parce que des communes comme Guèche ou à l'intérieur du pays font des appels d'offres pour 5-6 fois. Personne ne veut venir pour faire des routes, pour faire de l'éclairage public, etc. La consommation du crédit n'arrive pas à avancer. Il faut qu'on prenne des risques. Il faut que les hommes d'affaires aillent dans ces régions. Aujourd'hui, la machine doit reprendre pour arriver déjà à un premier palier de 5% qu'on faisait avant 2010, puis les réformes profondes pour atteindre les 7 et 8% que la Tunisie peut faire et doit le faire, mais là c'est une question de réforme et c'est une question de planning de ces réformes et du rythme de ces réformes avec une priorisation. Ça c'est le rôle de la classe politique, mais aussi c'est le rôle de tous les acteurs de l'économie tunisienne pour aujourd'hui aller dans ce sens de remettre l'appareil de la Tunisie en ordre de marche. Et, je termine par dire que ça fait 3 ou 4 ans qu'on fait des lois de finances en catastrophe, en 48 heures, en 2 heures, en 2 jours. Il faut qu'on retrouve un peu le rythme de discuter la loi de finances assez dans les délais déjà, et prendre le temps de discuter, d'apporter les modifications, d'apporter le débat public. Mieux que de venir après de critiquer. Maintenant, il va falloir de retrouver un rythme normal de la vie publique et la loi de finances en est un exemple frappant. Merci. Merci, monsieur le représentant. Donc, vous avez parlé des réformes. Alors, moi, je pense que la Tunisie est en croisement de chemin. On est à un moment historique. Alors, messieurs les représentants, osez, ayez le courage de prendre effectivement les réformes nécessaires, parce que je pense que nous n'aurons plus une telle opportunité maintenant de prendre les vraies mesures. Alors, on va prendre une question au milieu de la salle. Au milieu, on reviendra à madame, parce que bon, je pense qu'il y a une présence féminine et on ne leur a pas donné la parole, donc madame. Alors, monsieur. Merci. Une question très courte. C'est Faisal, dans la grille de déploiement du budget, généralement, vous prévoyez une ligne pour la pression fiscale. Et cette année, elle n'a pas... Elle a été faite ici. Ah bon, voilà. D'accord. Une petite question de politique fiction, si Slim. Pour mettre un peu le débat dans sa forme, on va maintenant répondre aux questions techniques par rapport à la présentation. Si Slim aura le plaisir après, lors de la deuxième étape, à répondre à toutes vos questions. Puisque le titre 2 dépasse toujours la capacité d'absorption d'un investissement public, est-ce qu'il est possible de remettre à flot une idée qui a été avancée par le plan Jasmin de Seychelles de l'Aried? Est-ce qu'on peut transférer l'excédent dans un fonds public souverain? Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous présentez la question, s'il vous plaît. Il y a une question, pour comme ça, on donne la possibilité à toute la salle. On viendra. On vous remettra le micro. S'il vous plaît, pour les organisatrices, donc, on se prépare une question là, puis on revient là, et on repasse là. Merci. Rachid Tmar, expert comptable. Je voudrais faire, si vous permettez, une petite remarque d'ordre général. Je constate que durant ces dernières années, toutes les dispositions fiscales sont plutôt conjoncturelles, je dirais même des dispositions de plâtrage. Et donc, cela impose une réforme fiscale comme on nous l'a promis depuis belle lurette. Revenir sur des décisions, augmenter des taux, puis réduire ces taux, tout cela dépend d'une politique claire qui n'existe pas et d'une équité fiscale qui se fait attendre. Deuxième remarque d'ordre purement technique, moi je constate que d'après le comportement de l'administration fiscale qui propose les lois fiscales, cette administration tire toujours la ficelle vers elle. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de délai, on nous donne 20 jours et on prend 6 mois. Lorsqu'il s'agit de payer l'argent, si on ne paye pas, attends, c'est des pénalités. Lorsqu'on nous demande, lorsqu'on a le droit d'être remboursé, on ne paye même pas des intérêts. Et lorsqu'on vous demande de nous donner le crédit qu'on vous a donné à l'avance parce que vous avez imposé des taux de restitution très forts, eh bien vous nous dites, il faut qu'on vous contrôle.
Alors que nous, on n'a pas le droit de vous contrôler comment vous allez dépenser votre argent. Donc tout ceci veut dire quoi? Veut dire qu'on n'est pas encore dans la démocratie totale. Ceci étant, je reviens vers ma profession d'expert comptable commissaire aux comptes et je dis, tant mieux pour nous les commissaires aux comptes qu'on nous donne à vérifier pas mal de choses. Au-delà des comptes, qu'on vérifie aussi la fiscalité. Et ça fait partie de notre métier et de notre compétence. Mais, moi j'ai bien peur pour mon indépendance. Parce que j'ai bien peur qu'un jour, si on laisse la possibilité au commissaire aux comptes et à l'administration de la société qu'on contrôle de convenir d'un montant d'honoraires, j'ai bien peur que ce montant d'honoraires va inclure une non-indépendance. Dans la mesure où on va dire, bon, il y a un barème au niveau de l'audit comptable, mais il n'y a pas de barème dans d'autres cas de figure pour les missions spéciales. Soit qu'on enlève le barème et on laisse, comme dans les pays européens, la liberté totale et l'indépendance, c'est dans l'esprit, soit qu'on normalise tout. Parce que j'aime bien que la fiscalité soit de notre ressort, parce que nous sommes compétents pour. À partir du moment où le commissaire aux comptes ne fait que des missions de contrôle, que ce soit fiscale, financière, comptable, etc., ça c'est une très bonne chose. Mais j'ai bien peur, et je le dis ouvertement à mes confrères, qu'un jour on aura des problèmes d'indépendance si on ne voit pas de très près cette histoire d'honoraires. Et je vous remercie. Merci, Serchid. Alors, j'ai eu une discussion moi, avec quelques membres de l'Institut sur le rôle et les honoraires. Et il commence à certains chefs d'entreprise, parce que pas toutes les entreprises ont une certaine taille qui peuvent se permettre aussi pour les honoraires. Et à chaque fois où on dit il y a un rapport à préparer par le commissaire aux comptes, voilà. Et certains chefs d'entreprise commencent à se poser des questions. Est-ce qu'aurons-nous aussi, l'entreprise, suffisamment de capacité pour payer toutes ces actions-là? Donc je pense qu'effectivement, il faudrait un peu revoir, je ne dis pas au sein de votre profession, mais en tout cas, quelques chefs d'entreprise m'ont posé cette question-là sur effectivement le rôle de plus en plus indéniable du commissaire aux comptes, mais y a-t-il une limite à ce coût-là pour l'entreprise? Alors, oui, une question ici. Bonjour, Fatma Marak Sharfi, universitaire, faculté de sciences économiques et de gestion de Tunis. Alors, j'ai deux petites remarques. Une petite question pour Siwalid et une remarque pour Faisal Derbel. Siwalid, vous avez parlé de la compétitivité de l'entreprise. Et on sait que depuis très longtemps, entre autres l'autorité monétaire, elle nous parle de la dépréciation du dinar, comme quoi ça peut booster les exportations, etc. Mais vous n'en avez pas du tout parlé. Je ne sais pas si on partage la même opinion ou pas. En fait, suite à un travail académique que j'ai déjà effectué, nous montrons que la dépréciation du dinar aujourd'hui n'a strictement aucun impact sur booster les exportations. Le seul impact que je trouve, c'est un renchérissement des importations qui va entraîner bien sûr de l'inflation. L'inflation va aller à l'encontre de la compétitivité, donc elle va détruire la compétitivité de l'entreprise et aussi elle va renchérir la dette. Et donc je ne sais pas si vous ne l'avez pas évoqué parce que vous-même vous ne croyez plus aux bienfaits de cette dépréciation ou bien c'est tout simple, vous n'en avez pas tenu compte tout simplement. Donc ça c'est une question. Une petite remarque à Faisal. Vous nous avez présenté la loi de finances 2015, et le cadre général, je pense, le problème au niveau macroéconomique, c'est ce qu'on appelle les déficits jumeaux. Donc le déficit budgétaire qui est couplé avec un déficit du compte courant. Et nous savons très très bien que le déficit du compte courant pour nous en Tunisie, il provient essentiellement du compte commercial. Et nous savons que c'est l'énergie qui nous bouffe, le compte qui détériore le compte commercial. Nous avons une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Le fait que le prix du baril il est en train de diminuer, ce qui est très bien, il est aujourd'hui en dessous de $50, mais nous avons aussi une grande dépréciation du dinar par rapport au dollar. Donc nous avons les deux effets. Je ne sais pas si vous en avez tenu compte ou est-ce que vous avez des estimations dans ce sens-là. Troisième petite remarque aussi à ce niveau-là, c'est Faisal. Vous nous dites qu'on a du mal à faire les investissements qui sont prévus, à réaliser les investissements qui sont prévus. Mais nous savons que
si nous avons un compte courant qui est déficitaire, aujourd'hui, le déficit du compte courant par rapport au PIB, il dépasse les 8%. C'est une autre facette, tout simplement, du gap entre l'épargne et l'investissement. Donc déjà, l'investissement réalisé dépasse de loin la capacité de l'épargne nationale. Donc si on ajoute à cela le fait que nous avons des chiffres, que nous pouvons aussi gonfler les chiffres qui sont alloués pour les investissements, et nous avons besoin de cet investissement pour propulser la croissance économique, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'épargne pour qu'elle puisse rattraper un peu cet investissement, et est-ce qu'on va toujours compter sur les ressources d'emprunt extérieures, et nous savons que nous avons aussi un problème au niveau de l'emprunt extérieur. Je vous remercie beaucoup. On va répondre parce qu'on est un peu limité par le temps. On va répondre aux questions. On va la pause café. Vous aurez l'occasion d'échanger et on reviendra au deuxième panel si on veut un peu maîtriser de son slide. Merci. Voilà, je vais appliquer la méthode LIFO, l'Esteem First Out. Je vais commencer par la dernière question de Madame Sherfi, une question très pertinente. Je suis parfaitement d'accord. Chouf, la présentation que j'ai faite, c'est un extrait d'une présentation. J'avais une présentation d'une centaine de PowerPoint pour une quarantaine de minutes. Mais c'est un extrait de présentation là où il y a 250 PowerPoint. Baka, le temps, je suis parfaitement d'accord. Les déficits jumeaux sont en partie... c'est une question à soulever et ça a impacté les données budgétaires à travers cet indicateur économique. J'en ai parlé dans d'autres slides. Je ne pouvais pas parler de tous les aspects. D'ailleurs, le gap investissement-épargne, je l'ai préparé, Sissé Mimoulé, s'il est là, on l'a discuté ensemble, il m'a assisté parce que je ne suis pas un vrai économiste comme vous, donc l'économie. Donc j'ai demandé l'aide et l'assistance de Sissé Mimoulé pour travailler sur cet aspect-là. Dans ma présentation, j'ai dit que le taux de l'investissement et le taux de l'épargne, c'est des estimations, et c'est Sissé Mimoulé qui m'a beaucoup aidé dans l'élaboration de ces estimations et dans le gap qui, en partie, explique aussi ce déficit ou ce recul dans les réalisations. Je suis parfaitement d'accord. Je ne pouvais pas tout développer. Il y a des aspects quand même trop techniques que je n'ai pas développés. نمشي للسخليل. سخليل موافقك مانيش موافقك. Le go and stop, c'est possible que ça a été imposé. Les conditions politico-sociales, économiques nous imposaient à augmenter le budget de l'investissement, de la rémunération, mais au niveau de mon commentaire, j'ai dit que c'est inefficace. Et il s'est avéré que le go a été inefficace et il faut immédiatement faire le stop. Donc, ça a été inefficace. Ça a été imposé, je suis d'accord avec vous, mais ça a été inefficace. Ça n'a pas donné le résultat escompté. La constitutionnalité ou non de cette fameuse question de restitution. Chouf, depuis son institution, depuis cette ségrégation entre l'entreprise et la société qui est soumise au contrôle d'un commissaire aux comptes, je me suis dit que c'est une disposition anticonstitutionnelle. Le caractère constitutionnel, je ne l'ai pas mis en cause. Je l'ai mis en cause. Allez, je prends le cas d'une entreprise individuelle. C'est une entreprise qui m'appartient. Je suis à 100% transparent. Je procède chaque année à l'audit de mes comptes. Chaque année, je fais appel à un expert comptable qui vient me faire l'audit de mes comptes. Je ne suis pas obligé de nommer un commissaire aux comptes, je suis une entreprise individuelle. D'accord ? 100% transparent. Et une autre entreprise concurrente, mais qui est constituée, c'est une entreprise sociétaire. C'est une société anonyme qui a son commissaire aux comptes. Et le commissaire aux comptes, il fait le même travail qu'il est en train de faire mon auditeur. Il a un rapport de commissariat aux comptes, on a un rapport d'audit. علاش شنو السبب هو il bénéficie de la restitution de 50% وانا تعطيني 15% برك parce que tout simplement c'est la faute de la loi à la limite تقول parce qu'il est légalement il n'est pas soumis au contrôle لكن légalement انت عملتها مش انا عملتها انا عيطت l'auditeur فهمتني انا عيطت l'auditeur moi j'ai fait appel à un auditeur si la loi
m'a empêché d'avoir un commissaire aux comptes. Ce n'est pas de ma faute. Pourquoi voulez-vous que je sois remboursé à hauteur de 15%, alors que l'autre entreprise, parce que la loi a prévu pour elle un commissaire aux comptes, elle bénéficie d'une restitution de 50%. Ça s'est été accentué cette année. La direction des grandes entreprises, les grandes entreprises qui sont implantées à l'intérieur, ne sont pas systématiquement, ne relèvent pas systématiquement de la direction des grandes entreprises. Pourquoi les priver d'un remboursement intégral? Vous avez dit, à juste titre, Sekhlil, que la charge est la même, fiscale, et la charge financière, attention, n'est pas la même. La charge financière n'est pas la même. Moi, j'ai fait une étude sur la charge financière qui pèse sur l'entreprise à travers les crédits d'impôt. Je vous assure, c'est des chiffres très importants. Donc, هوني المشرع ما حقوش تجيب رابور دوديت تعمل لك restitution نتاعك. سي كريم, je suis parfaitement d'accord معك. Peut-on affecter l'excédent? C'est possible. Là, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Peut-être un décideur politique ou un vrai économiste يجاوب parce qu'on peut affecter l'excédent des dépenses d'investissement dans un fonds spécial. ما نجمش نجاوب عليها. وبالنسبة للترشيد ذا اللي خرج, il avait besoin plutôt de questions que de réponses. Donc, il a quitté la salle. Donc, je crois avoir répondu à la plupart des questions qui nous ont été posées. Oui. Oui, donc d'une certaine manière, on en a pris, on en a tenu compte. Quand vous faites des comparatifs sur les coûts des facteurs et que vous les donnez en dollars, de fait, vous avez tenu compte de la dépréciation du dinar toutes ces dernières années, et on voit très bien que malgré cette dépréciation, nos coûts de facteurs restent élevés. La deuxième chose où on en tient compte, mais donc sans le dire de manière explicite, c'est quand on parle de productivité. Parce que l'intérêt de la productivité, c'est que ne tient pas compte uniquement du prix unitaire. Donc moi, si une entreprise exporte, qu'elle a donc des prix unitaires, des coûts de main-d'œuvre en dinars qui se déprécient par rapport à son marché, donc disons européen, dans une zone euro, ça peut paraître comme une bonne nouvelle, mais si la productivité baisse pendant ce temps-là, finalement, l'entreprise ne bénéficie pas de cette baisse du dinar. Troisième élément donc qui doit être pris en compte, c'est que beaucoup de nos entreprises sont aussi des consommateurs de produits et de matières premières importées. Donc soit ils transforment de la matière première importée, et auquel cas donc l'augmentation de l'euro par rapport au dinar ou du dollar devient un handicap. Soit ils ont aussi des équipements, des machines, des investissements qui font en euros, et là encore c'est un handicap. À côté de ça, il y a des problèmes liés au coût de réassurance, au coût de transport, au coût et aux frais bancaires. Donc, en définitive, penser que la baisse du dinar est bonne pour l'exportation, c'est un calcul qui ne se vérifie pas économiquement. Donc, je vais juste rajouter un mot sur la question de l'investissement. Deux choses. Moi, je veux bien qu'on mette l'argent, dans un fonds. Mais pour faire quoi? Parce que le problème, c'est qu'on n'arrive pas à dépenser cet argent. Qu'on le mette dans les caisses de l'État ou dans un fonds d'investissement, on n'arrivera toujours pas à le dépenser. Alors, de ce point de vue-là, il y a peut-être deux choses à dire.
La première, c'est qu'on passe par un contexte conjoncturel, mais aussi un contexte structurel, parce qu'on n'a jamais pu faire face à des dépenses d'investissement public suffisamment élevées en Tunisie. Donc ce n'est pas que conjoncturel. Conjoncturellement, oui, un fonds equity, je veux juste dire que des fonds equity, il y en a. Ils ne trouvent pas nécessairement des bons projets pour mettre leur argent. Mais c'est pas la même chose de mettre l'argent dans un fonds equity et de faire de l'infrastructure. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Mais bon, peu importe. Ce que je veux dire d'important, c'est que l'aspect conjoncturel, c'est qu'aujourd'hui, quand une municipalité fait des appels d'offres, elle ne trouve pas d'entreprise pour répondre parce que les entreprises ne trouvent pas d'employés pour travailler. Donc, tant qu'aujourd'hui, on n'a pas réglé le problème du marché parallèle, le problème de la contrebande, le problème du gars qui peut faire et gagner de l'argent de manière importante en termes de masse, très rapidement et sans trop se fatiguer, معناه يهز كهرباء يمشي يعبي 100 لتر ايسانس في الجزائر ويروح يبيعها في تونس, il gagne plus d'argent que s'il travaille dans une entreprise d'électricité. Je suis désolé, mais une question comme ça, si on la règle pas, l'entreprise ne trouvera pas d'employés et l'entreprise ne pourra pas travailler. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être précis sur ce sujet-là. C'est pas les entreprises qui ne veulent pas travailler. Les entreprises voudraient travailler, mais elles ne le peuvent pas. Et vous le savez très bien, plus vous allez à l'ouest et plus vous allez au sud, et plus cette situation se vérifie. Donc, il y a beaucoup de cela. La deuxième chose qui est pour moi structurelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des réformes à faire en termes de fonctionnement. Si Khalil Bekri قال الماكينة, خذ l'exemple نتاع الماكينة. هي راهو سي با الماكينة ما تهزش 30. لا هي الماكينة تنجم تهز 30 و40 و50, mais c'est juste une question d'organisation. Sauf que الماكينة قدامت وفما plein d'espace de stockage نتاعها اللي فهمتني il a été congelé de manière définitive. Et اليوم quand vous avez dans un ministère un ministre qui au lieu de s'occuper de politique publique et de stratégie publique فهمتني الوزارة تولي هي يولي un super directeur de projet فهمتني où son seul objectif ou elle a à côté un super comment dire président directeur général d'administration publique d'entreprise publique pardon, vous vous dites est-ce que c'est le rôle du ministère et du ministre. Et اليوم dans d'autres pays il y a eu des réformes qui ont permis d'avancer sur ces aspects-là. Et le ministère s'occupe de stratégie politique et publique. Et il y a des agences d'exécution dont le travail est d'exécuter les projets et de les réaliser et d'assurer l'investissement public. اليوم, on demande au ministère d'être en même temps, de définir des politiques, de gérer des entreprises publiques et de réaliser des projets. Allez voir dans les ministères combien il y a de personnes qui s'occupent de la réalisation de projets. Malheureusement, اليوم تلقى الوزير لاهي ها في الانتربريز الفلانيه انت تاخذ مينيستير الترانسبور اليوم تلقاش عنده من انتربريز بوبليك سو سا ريسبونسابيلتي وتلقاه en définitive الوزير il ne fait que ça. Et il y a des anciens ministres et ils savent de quoi je parle. Donc là, il y a aussi une réforme structurelle de l'appareil public sans laquelle on n'arrivera pas à être plus efficace et on n'arrivera pas à réaliser plus de projets. Et ce que je regrette, c'est simplement qu'on ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Allez voir, vous ne trouverez aucun pays, si ce n'est ceux qui sont derrière nous en termes je dirais, de réflexion sur le mode de management, où un ministère fait des appels d'offres lui-même pour réaliser des travaux. Voilà. Merci Walid, merci Si Faisal. Donc nous allons prendre 15 minutes, s'il vous plaît, 15 minutes de pause café. Nous allons reprendre donc, le deuxième panel qui va être modéré par Si Wassim Belharbi qui est là. Je remercie pour sa présence. Nos invités sont là, donc nous allons prendre 15 minutes et on reprendra. Merci.